Notre invité du jour de Matin Première est l'auteur du livre Culture Rome, Patrick Mahé. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Des Antilles aux Amériques, à la Caraïbe et l'océan Indien. Vous avez analysé, raconté les histoires et les origines. J'espère aussi pour vous goûter aux 80 rhums dont vous parlez dans cette encyclopédie. Après le champagne et le whisky, pourquoi le rhum ? Parce que d'abord, c'est une boisson qui est extrêmement populaire aujourd'hui, qui a repris même ses quartiers de noblesse, après avoir été longtemps dédaignée, car c'était un peu la boisson des marins, des hommes, pirates, des corsaires, des flibustiers, des hommes des quais, mais comme disent les Américains, after hours, quand il n'y a plus d'heure. Hein. Donc on partait un peu dans ce qu'on a appelé à un moment la rumbellion, c'est-à-dire l'espèce de truc bizarre du rhum, et la cote du rhum avait beaucoup baissé. Elle est maintenant intéressante, grâce aussi au cocktail, grâce à la mixologie, grâce à toutes les expériences des jeunes barmen, des jeunes barmaids. Est-ce que vous l'avez découvert ? Est-ce que c'est une boisson que finalement vous avez découvert là en 2 ans, je crois que vous avez pris pour... Le livre a commencé en 2016 par une rencontre au Festival interceltique à Lorient, avec la fille d'un des grands remiers de la Réunion, de l'île de la Réunion, Julie Châtel, qui m'a parlé du rhum Savannah, son rhum, mais des autres rhums. Rivière, il y avait plusieurs rhums de la Réunion, mais le rhum de la Réunion avait une assez mauvaise réputation dans le temps à cause du rhum Charette, qui n'était pas terrible. Pas terrible, ouais. Donc j'ai voulu aller plus loin, et elle m'a expliqué aussi que l'île Maurice renaissait à la culture du rhum, alors que pendant 150 ans, les Anglais avaient interdit aux distillateurs de produire du rhum à l'île Maurice, et que c'était les Réunionnais qui les aidaient. Donc j'y suis allé un mois après l'interceltique, en septembre 2016. Et puis, une fois que j'avais fait la Réunion et l'île Maurice, eh bien, je me suis dit, mais il faut quand même aller à la patrie, à la source là, des grands rhums des Antilles, quoi. Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante. Et c'est d'où il est né à peu près pendant cette période triangulaire de l'esclavage, hein, c'est ça, son histoire. C'est très bizarre tout ça, parce qu'en même temps, il est né. Il y a beaucoup de pays qui revendiquent la naissance du rhum. Barbade. La Barbade, naturellement, en premier producteur dans les Caraïbes, bien sûr. Le premier à vendre, à exporter. C'est la Barbade. Ça, on est au XVIe, après au XVIIe siècle. Mais par exemple, les Brésiliens disent c'est nous. Pourquoi d'accord, ok. Tant qu'à faire. Et c'est une boisson qui est déjà présente dans le Code Noir. On l'évoque déjà. Ah oui, absolument. Dans le Code Noir, cette boisson est présente parce que ce que les populations locales, qu'on appelait d'ailleurs celles des pièces d'Inde, puisque vous parliez des bateaux négriers, elle appelait le tafia ou le ratafia, c'était le nom qu'ils utilisaient. Les Européens l'appelaient d'un autre nom, ils l'appelaient le guildive, la guildive. Et guildive, ça vient du mot, de l'expression anglaise « kill the devil », qui tue le diable. Ça veut dire que quand on utilisait cette expression, on voit bien la force que ça avait comme boisson. Donc dans le Code Noir, à un moment, il est précisé qu'il ne faut pas en donner comme ça aux esclaves de l'époque, parce que ça leur monte à la tête. Et donc ça rejoint l'expression « kill devil », tuer le diable. En fait. Et d'ailleurs, cette expression, ce mot « tafia », c'est le mot que l'on utilise toujours en Guyane. Quand on appelle le rhum, on dit tafia. Tafia. C'est le nom d'origine. C'est un ouvrage historique, en fait. C'est une très belle encyclopédie. Alors, c'est magnifiquement illustré. Historique, et puis sur la fabrication. Et on apprend que la différence historique, d'ailleurs, de traitement aux Antilles, on est toujours dans cette époque-là de l'esclavage, la différence entre la Martinique et la Guadeloupe a bousculé les choses. Oui, c'est pas tout à fait la même. Oui, il s'est passé un événement important entre la Martinique et la Guadeloupe. On sait très bien au moment de la Révolution, notamment. C'est quand les grandes familles qui étaient installées là-bas et qui avaient créé le rhum dans les deux contrées, les deux îles sœurs, en fait, n'ont pas connu la même destinée, le même destin, etc. Et donc, évidemment, le rhum de la Martinique, lui, aujourd'hui, est considéré, je crois vraiment, on peut le dire, comme le meilleur rhum du monde. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficie depuis plus de 20 ans maintenant d'une appellation d'origine contrôlée, la fameuse AOC. Et l'AOC permet par l'INAO de donner des règles très strictes. C'est seule la Martinique là, ça. Seule la Martinique là. Par exemple, les cannes, c'est pas les cannes. Bon, il y a certaines cannes, il y a certains terroirs. Alors, évidemment, c'est pas extensible. Hein. Et puis, il y a le vieillissement en fût qui est contrôlé d'une manière ou d'une autre. Et donc, la Martinique là. La Guadeloupe a pris un ascendant médiatique très important grâce
grâce à la route du Rhum. Aussi, c'est vrai. Que la Martinique a manqué, car il faut savoir, moi j'étais à la route c'était la Martinique qui devait... Moi j'étais à la route du Rhum la première fois. En tant que journaliste. En tant que journaliste, en 78. J'ai assisté à cette arrivée, gagnée par Michael Beers sur Malinowski, avec Kersozon 4e, et la disparition tragique d'Alain Colas. Et donc, à l'époque, les Guadeloupéens ont tout de suite réalisé qu'ils avaient dans les mains un trésor de communication que les Martiniquais avaient manqué. Les Martiniquais se sont rattrapés après sur l'AOC. À l'époque, qu'est-ce qui rapporte ce rhum? Est-ce que c'est une économie importante pour les Anglais, les Français et tous ces pays oui, c'est une économie assez florissante, puisqu'on voit très bien que quand les bateaux se chassent les uns et les autres d'une contrée à l'autre, d'un pavillon à l'autre, souvent les cargaisons sont pleines de rhum à destination de marchés lointains. Par exemple, l'Amérique du Nord. Ils vont jusqu'à Boston, ils vont jusqu'à Philadelphie, et ils se donnent des chasses sans arrêt. Oui, c'est une économie florissante, comme et ça justifie ces guerres sans cesse dans toutes les îles des Caraïbes. Quelle est sa place aujourd'hui aujourd'hui, le rhum... Sur le marché, toujours économique. Aujourd'hui, le rhum a gagné beaucoup de parts de marché. Il était très en retard pendant un moment parce que le cognac l'avait beaucoup emporté sur les boissons d'après-dîner. Le whisky avait gagné énormément de parts de marché dans l'après-guerre. Et aujourd'hui, grâce à la mixologie, grâce aux jeunes barmen, aux jeunes barmaids, eh bien, c'est le rhum blanc qui crée les cocktails, et donc tous ces cocktails, le daiquiri, le mojito et autres, ont envahi un petit peu les tables apéritives. Il y a une nouvelle clientèle qui est née. Absolument, c'est une clientèle très jeune. On n'est plus dans les images, les grimoires des vieux marins, des vieux matafs à grosse barbe, qui sont, ou au contraire des gentlemen qui sont dans leur domaine à savourer leur rhum comme un gros cognac ambré. Non, on est avec des jeunes qui ont des gueules hipsters, avec des filles sympas, qui font la fête. On est dans une ambiance presque... Le monde du rhum a tellement évolué qu'on est dans une ambiance de fête, une ambiance festive permanente. 60 millions de bouteilles vendues en France. Absolument. Quasiment une bouteille par individu. Pas mal. C'est pas mal. 350 en Europe. 350 millions en Europe. Alors, des rhums venus... on est loin du marché du whisky, naturellement. Par exemple, la France, pour vous donner un ordre d'idée, importe 220 millions de bouteilles de whisky par an. D'accord. On est loin. Mais néanmoins, le marché du rhum n'était qu'à 40 millions de bouteilles il y a encore 15 ans. Mais il devance en tout cas cognac, vodka, vodka, oui, et gin, et tout ça c'est derrière. Dans les alcools blancs en particulier, c'est derrière. Différents types de rhum que vous évoquez justement. Alors il y a le rhum blanc bien connu, il y a l'ambré et le vieux. Alors c'est quoi la différence entre l'ambré et le rhum vieux? Le rhum blanc, c'est un rhum qui est très jeune, qui sort à 80-90% au départ de la distillation, et puis après tous les rhums sont ramenés par la magie de l'eau à des taux d'alcool normaux, mais le vieillissement n'a pas lieu tellement dans le rhum blanc, il est dans des fûts d'inox, alors que les rhums ambrés vont être des rhums qui vont vieillir au moins 3 ans. Alors après on a les appellations VO, Very Old, après on a VSOP, Very Old, Pale, après on a XO, Extra Old, et plus on vieillit, plus on rentre dans des catégories d'âge qui donnent un peu je dirais les barrettes de colonel des bouteilles, quoi. L'âge est très important dans les alcools. Actuellement, il y a un problème dans le monde du whisky entre l'Écosse et l'Irlande. L'Écosse, qui est un petit peu en rupture de stock en moyenne, commence à enlever les notions d'âge sur les bouteilles. C'est une énorme erreur marketing, car les gens s'accrochent tout de suite. Et c'est ce que le rhum ne fait pas, justement? C'est l'erreur que les producteurs ne font pas? Non, le rhum justement est bien labellisé, il y a ses bons jalons. Le consommateur regarde toujours, quand il achète une bouteille, l'âge d'une bouteille. Alors il y a un homme à qui on doit justement tous ces principes de fabrication, c'est le père Labat. Le père Labat, oui, c'est un saint homme, on peut le dire. C'est l'homme qui nous a permis, par un système de distillation plus continu, alors qu'au début c'était presque des chaudières à feu brûlant, à Marie-Galante. Encore un des joyaux des Caraïbes, Marie-Galante, de nous faire ce rhum qui aujourd'hui est très commercialisé, toujours sous le nom de Père Labat, mais aussi chez Biel et aussi chez Bellevue. Et c'est dans cette île que le rhum sort à 59% d'alcool. C'est une caractéristique affirmée et affichée de Marie-Galante. Fort mais goûteux. Fort et goûteux, absolument. Est-ce que la canne
Alors au début, c'est la canne bleue. C'est cette canne bleue qui est arrivée. Il y a plusieurs types de cannes en fait. Il y a la canne Bourbon, on appelle la canne Bourbon, qui rappelle bien le nom de l'île Bourbon, qui est une canne orangée. D'accord. Vous avez la canne Créole, qui est une canne plus typique, très, très courante, dont on peut penser qu'elle est d'or vert un petit peu. Et puis la white transparente qui est très pâle. Et enfin, il y a la Big Tana aussi, qui est plus rouge, la Big Tana. Et enfin, la canne bleutée. La canne bleutée, elle n'est pas très répandue. Et c'est avec elle que souvent les producteurs produisent des rhums bio, comme chez Naisson la Martinique, comme chez Acier de Pompignan également. Mais ce sont des cannes assez protégées parce que pas très développées. D'accord. Et aujourd'hui, ça s'est un peu uniformisé sur notamment la Caraïbe ou dans l'océan Indien. C'est un peu les mêmes types de cannes pour faire ces rhums ou... Disons qu'à La Réunion et à l'île Maurice, on est beaucoup dans la canne créole et la canne Bourbon, évidemment. La canne bleutée, celle que vous évoquez, qui est un peu le must des cannes, on la trouve plus à la Martinique. La Barbade, on l'a dit, première à exporter son rhum. La Réunion, premier gros producteur de sucre. Et puis j'ai l'impression, il y a une large place consacrée à Cuba également dans votre livre. Cuba joue un rôle important. Cuba, c'est mythique, c'est tout à fait mythique, mais c'est surtout grâce au cocktail et grâce à Hemingway. À partir du moment où les grands acteurs américains, Gary Cooper et les autres, venaient à Cuba à l'époque de Batista, bien avant Castro, faisaient la fête, il y avait les casinos, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait les cigares et le rhum. C'était un peu le Las Vegas des Caraïbes, quelque part. Et donc, il y avait une mythologie autour de Cuba qui reste et qui a été perpétuée à travers, bien sûr, la littérature par Hemingway. Et les endroits mythiques, comme le Floridita, ou comme les autres bars, la Bodeguita del Miedo. Bon, donc, Hemingway disait, je fais mon morito au Floridita et mon daiquiri à la Bodeguita, ou le contraire, je ne sais plus exactement. Et ça a créé une vraie mythologie. Ensuite, il y a eu la révolution cubaine. Alors, ce rhum, d'abord, de Cuba est assez doux. C'est un rhum assez sucré, assez doux, comme le rhum de l'école anglaise qui est beaucoup plus spicy, lui. C'est le rhum de Joe Star, je dirais. C'est le rhum de la Jamaïque qui, lui, tape parfois jusqu'à 69% d'alcool. D'accord. À Cuba, c'est pas le cas. À Cuba, c'est plus doux. Et donc, on fait tous ces cocktails incroyables, le daiquiri, le morito. Il y a aussi, bien sûr, les tiponges traditionnels, mais ça, c'est pour les Caraïbes en entier. Et comme la révolution cubaine est arrivée, eh bien, évidemment, ça a changé beaucoup de choses, puisque le monopole était à Bacardi, la grande entreprise Bacardi. C'était des Catalans qui étaient venus s'installer au XIXe siècle. Ils ont été chassés par Castro. Et aujourd'hui... Oui, on a nationalisé leur entreprise. On a nationalisé leur entreprise. Et aujourd'hui, il y a une bagarre, une bataille très, très forte à coups de millions de dollars aux États-Unis, entre avocats, pour savoir qui est le légataire authentique du rhum Cuba. Est-ce que c'est Havana Club qui a racheté à Castro ses parts, mais l'entreprise étant spoliée, ça crée des problèmes naturellement juridiques et judiciaires. Et donc, il y a une énorme bataille pour savoir qui est le légataire. Et puis, Bacardi est actuellement installé à Puerto Rico, mais revendique toujours la fabrication du rhum d'esprit cubain. Et où vous êtes passé aussi à Porto Rico pour mener cette enquête. Oui, j'ai fait tous ces pays. Tous les pays, visiter, rencontrer tous ces producteurs. J'ai rencontré tous les distillateurs. Ils sont formidables, ce sont des gens magnifiques. De très belles illustrations dans ce magnifique ouvrage que je viens de montrer à nos auditeurs téléspectateurs. Quel pays, selon vous, respire le plus cette culture du rhum? Tiens, justement, moi, je dirais indéniablement, Cuba, quand on y va, par exemple, le rhum est partout. Il est partout, en publicité, dans les bars, on le sent partout. En revanche, dans les Caraïbes, c'est moins affiché, mais c'est plus omniprésent sur le fond, je dirais, des choses. Et on est emporté naturellement dans l'univers du rhum, dans les Caraïbes, dans les Antilles françaises, et notamment la Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, évidemment, les trois là. Ça, c'est clair. À Cuba, c'est différent. À Cuba, il y a une sorte d'exposition du rhum. C'est presque une production d'extravertis. Voilà, donc le rhum est partout, on le fête de cette manière-là, mais il est plus en profondeur dans les Antilles. Dans les Antilles françaises.
Un rhum d'exception, selon vous, pour vous? Bah écoutez, moi dans toutes ces rencontres-là. Alors après, il y a 80 rhums. Il y en a 80, mais qui ont été sélectionnés, je tiens à le préciser, par des experts. Par des experts qui ont donné leur liste de rhums. Par exemple, Christian de Montaguer de l'Art de Vivre aux Caraïbes a donné 40 rhums des Caraïbes. Donc ils sont tous excellents naturellement. Vous avez le patron de whisky et rhum en Bretagne, à Rennes et à Vannes, qui m'a donné les rhums de l'école anglaise et de l'école espagnole, un des plus pointus, le whisky et rhum, Vannes et Rennes. Et puis enfin, pour l'océan Indien, c'est la maison de whisky de La Réunion qui m'a fait le classement pour lui, des rhums de La Réunion et de l'île Maurice. Car n'oublions pas l'île Maurice, qui fait beaucoup de progrès, grâce d'ailleurs à La Réunion. Et pour vous, Patrick Mahé? Moi, je dirais que un JM, c'est formidable. Un Clément, c'est très bien. Un Naisson, c'est excellent. Naisson. Et puis là, j'aurais un petit faible pour la création nouvelle d'Acier de Pompignan, qui travaille très très bien, en rupture même avec son père, qui était un industriel et un ingénieur, qui essayait de faire accélérer la floraison des cannes, en essayant même de l'éviter pour gagner du temps. Ben lui, il fait exactement le contraire, et il commence à produire des rhums bio, de l'école un petit peu de ceux de Naisson, je dirais. Voilà. Ça, c'est pour la Martinique. Alors sinon, je vais me faire des ennemis à la Guadeloupe. Non, mais je n'en veux pas. Mais vous avez dit... Hervé Damoiseau, c'est sympa. Et puis Marie-Galante, évidemment, je l'ai dit. Hein, Biel, Perlaba. Quel sera votre... Alors, je vous le recommande, hein, si vous voulez, si vous vous intéressez à cette histoire, justement, des rhums, leur fabrication, c'est vraiment sur l'histoire. Et on apprend plein de choses. Et puis, c'est très, très bien illustré. C'est un super cadeau à faire. Votre prochaine histoire, après whisky, champagne et rhum, ce sera quoi? Là, je travaille dans le monde du rock'n'roll. Ah bon? J'ai publié un livre sur Elvis Presley il n'y a pas très longtemps. Oui. Et je sens que vous allez faire Johnny bientôt. Oh, j'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Merci beaucoup, Patrick Mahé, d'avoir été notre invité, en tout cas ici. Et en vive direct. la route du rhum.